je parle par rapport à mes collègues et moi-même qui avons eu le plaisir d'avoir Clément en tant qu'élève. Moi, je l'ai eu en première, mais il y a beaucoup de collègues que je vois au fond qui l'ont eu aussi en première et en prépa. Un grand merci, Clément, de revenir dans ton lycée, au lycée Louis Barthou aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, Clément, eh bien, il était à votre place et il venait aussi assister aux rencontres scientifiques. Et on garde de lui l'image d'un élève qui était motivé, qui était rigoureux et qui prenait des initiatives tout à fait intéressantes. Un jour, en fin de classe, il est venu me voir et il m'a dit « J'aimerais bien faire une présentation orale devant mes camarades ». Alors j'étais surpris au début, mais c'était une surprise, une bonne surprise, parce qu'on n'a pas tous les jours ce type de demande de la part d'un élève. Donc il a fait ensuite une présentation sur un sujet qui avait rapport avec les suites numériques, présentation qui était vraiment très pertinente. Voilà, donc je vais à présent laisser la parole à deux élèves, Lou Courtier et Maëlys Laspoumadère, pour cette présentation. Clément Ettoré a été élève au lycée Louis Barthou de la seconde jusqu'aux classes préparatoires aux grandes écoles en physique-chimie, PCSI et PC Étoile. Après la prépa, il intègre l'École nationale supérieure des mines de Nancy. Initialement passionné par la physique, il a écrit un livre pour la prépa avec l'aide précieuse de Christian Giraud, son professeur de physique de PC Étoile. Il a ensuite découvert en école d'ingénieur l'analyse des données, puis l'intelligence artificielle, pour laquelle il entretient un intérêt particulier. En dernière année d'école, il a également suivi un master de sciences cognitives, ce qui lui a permis, en parallèle de ses études sur l'intelligence artificielle, d'étudier également les biais de l'intelligence humaine. Il travaille actuellement en tant que data scientist, data analyst, au sein de la fonction publique, où il analyse des données pour optimiser le développement d'applications. Nous le remercions de venir aujourd'hui nous présenter sa conférence intitulée « Faisons de l'intelligence artificielle ensemble » dans le cadre des rencontres scientifiques organisées par le laboratoire de mathématiques du lycée Louis Barthou, et nous lui laissons la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'ai prévu un petit truc. Ok, ben normalement ça devrait le faire, on va pouvoir commencer. J'ai pas pu récolter toutes les réponses, je regarde. Donc, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. J'ai collecté certaines de vos réponses pour qu'on puisse faire un truc un peu interactif à partir de vos réponses. Je promets pas que ça va marcher. Normalement, un data scientist, il étudie un peu les données avant de les balancer comme ça dans des algorithmes. Donc, peut-être que les algorithmes ne répondront pas à ce qu'on attend. Je suis parti du principe que certaines choses allaient marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est la prise de risque d'aujourd'hui. On va parler un peu, donc on va définir un peu tous les termes, hein, la différence entre l'IA, le machine learning, le deep learning. On va regarder un peu vos données, en tout cas essayer de déduire des choses de ce formulaire-là. On va regarder les biais des intelligences artificielles, on va en parler pas mal. On va parler des biais humains aussi, on va essayer de comparer ça aux biais de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires? Est-ce que, au contraire, ça n'a rien à voir? On va voir ce que c'est que le deep learning, parce que c'est quelque chose qui est très, très à la mode ces dernières années. Et ensuite, on va voir où on en est aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Alors, déjà, la question que je me suis posée quand j'ai voulu faire cette conférence, je me suis dit, donc, moi je me définis comme étant data scientist, donc analyste de données, et on se demande à quoi ça sert un data scientist. Et la première chose que je me suis dit quand on fait de l'informatique, on se dit, mais comment c'est possible que dans un monde comme le nôtre, on puisse payer autant de gens à rester les fesses sur une chaise, entre guillemets, alors qu'il faut quand même produire des ressources, il faut quand même produire de l'énergie, il faut qu'on puisse tous vivre, entre guillemets, le mieux possible. Et donc, c'est quand même bizarre de se dire, mais c'est viable de payer autant de gens à bosser derrière un ordinateur. Comment c'est possible? Et en fait, j'ai essayé d'y réfléchir un peu, et on peut le voir comme ça. Alors, en fait, initialement, il y avait la connaissance. Alors, la connaissance, c'est quelque chose qui est plutôt général. La connaissance, elle est générale, elle est universelle, elle est aussi théorique. Donc, c'est tout ce qui concerne les sciences, l'histoire, tout ça. Et cette connaissance, donc, on peut la transmettre via l'éducation. C'est l'une des premières choses qu'on a su faire en tant qu'humain. Et on n'est pas les seuls êtres vivants à le faire. On a pu la stocker. Et quand on a réussi à la stocker déjà, ça a déjà provoqué des premières révolutions. Donc, lorsqu'on a pu écrire, puis ensuite l'imprimerie, etc., ça a permis une meilleure transmission de cette connaissance-là et un meilleur stockage aussi.
Et enfin, on est capable aujourd'hui de l'appliquer, toutes les connaissances scientifiques, théoriques, on est capable de les appliquer, c'est ce qu'on appelle globalement l'ingénierie. Et en fait, il y a un autre truc qui est l'information. Et l'information, c'est pas tout à fait de la connaissance. C'est plus spécifique, selon moi, encore une fois, hein, je suis pas spécialiste d'histoire ni d'histoire des sciences. C'est plus spécifique, c'est un côté un peu plus pratique, et c'est assez court terme en fait. Donc, on a réussi, au fur et à mesure de l'histoire, à transmettre de l'information. Donc, à transmettre de l'information d'un point à un autre très rapidement, et donc via le Morse, et surtout via l'informatique. Donc, ça a été une première révolution de pouvoir transmettre cette information rapidement. On a été capable de la stocker, encore une fois, aussi avec l'imprimerie, cette fois-ci, donc les journaux, etc. Mais aussi fortement grâce à l'informatique. Et aujourd'hui, on en est sur l'exploitation de cette information-là. Et c'est en ça que consiste la data science. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la connaissance et l'information, elles sont importantes sur deux points fondamentaux. C'est qu'elles permettent de réduire le coût de l'énergie qu'on dépense. Si je dois me rendre d'un point A à un point B et que j'ai pas ni la connaissance de comment faire pour m'y rendre, ni l'information de quel est le plus court chemin pour y aller, je vais dépenser beaucoup plus d'énergie pour y aller. Donc en fait, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'informaticiens, il y a beaucoup de choses selon moi, c'est que l'informatique, elle permet d'économiser énormément d'énergie. Et donc économiser de l'énergie, c'est mieux que d'aller puiser cette énergie ailleurs pour l'utiliser, l'utiliser et l'utiliser encore. Donc aujourd'hui, en économisant cette énergie, il y a beaucoup de métiers qui consistent en ça et qui sont essentiels. Ça nous évite encore une fois, de dépenser trop d'énergie. Et donc la data science, le but c'est d'exploiter maintenant ces données pour encore chercher à optimiser de plus en plus de choses. Alors on va voir plus spécifiquement. Ça c'est une définition que j'ai vue dans le Robert de l'intelligence artificielle. Ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc on va faire court, en gros. Le truc important, c'est capable de simuler l'intelligence humaine. Donc tout ce qui simule une intelligence humaine, ça peut être considéré comme de l'intelligence artificielle. C'est là où parfois, il y a une distinction à faire avec les autres termes qui vont être définis après. Si par exemple, je décide de coder avec un programme informatique toutes les règles du morpion, alors mon programme informatique, une fois qu'il va tourner, il sera considéré comme une intelligence artificielle. Même si quand je lui ai dit, quand le rond sera là, tu mettras une croix ici. Ça, c'est important. C'est différent du machine learning, dont le but, c'est des systèmes capables de comprendre et de s'adapter sans instruction explicite. Et ça, c'est important. Donc, en utilisant des algorithmes, des modèles statistiques, etc. C'est-à-dire que le machine learning, je ne vais pas lui donner de règles. Je ne vais pas lui dire quand la croix est en haut à gauche, je mets un rond au milieu. Je vais lui donner des exemples de parties de morpion et mon algorithme va être capable de se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une croix et qu'il met un rond pas au milieu mais à gauche, il perd la partie. Et donc après, il va s'adapter. Donc c'est tout bête, hein, c'est des statistiques, c'est des maths, et on va le voir ensemble. Mais c'est là où c'est différent de l'intelligence artificielle telle qu'on l'a définie. Donc en fait, le machine learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Et enfin, on a le deep learning. Donc ça, c'est une forme de machine learning. Sauf que cette fois-ci, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. On va voir ensemble ce que c'est. Et donc, on a plusieurs couches de neurones qui sont utilisées pour extraire progressivement des motifs de plus en plus abstraits. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est comme du machine learning, sauf que c'est des réseaux de neurones. C'est juste un modèle différent, mais c'est exactement la même chose. Alors, là, on va faire de la data science ensemble. On va faire une partie qui s'appelle l'analyse exploratoire. L'analyse exploratoire, alors, vous allez voir, il y a beaucoup de termes anglais. Je vous invite à être sérieux en anglais au passage, si je peux passer ce message-là. Moi, je ne l'étais pas forcément. Et de toute façon, après, dans le monde du travail, voilà, il y a de l'anglais partout, la documentation est en anglais, surtout en informatique. Et dans les sciences, tous les papiers sont en anglais, etc. Donc, plutôt que de porter ce fardeau plus tard, si jamais je peux aider des gens, voilà, je ne suis pas non plus hyper mauvais, mais c'est toujours bien d'être bon en anglais. Ça, c'est des chiffres sur vous. Ça, c'est à partir du formulaire que vous avez rempli. Donc, j'ai stoppé l'arrêt du formulaire, je l'ai stoppé là à 37 personnes. J'en ai normalement 42, mais là, je l'ai stoppé à 37 pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug, ça avait l'air de fonctionner. On a 29 étudiants et 8 professeurs qui ont répondu à ce formulaire en l'état. On a 37 personnes au total, 25 garçons et 12 filles. Tac, tac. Donc, quand on est data scientist, la première chose à faire, c'est de regarder un peu ces données-là et de regarder où on en est pour voir un peu si déjà il n'y a pas des biais dans la représentativité
de l'échantillon. Là, on remarque la distribution des âges. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 15 ans qui ont rempli. Donc, c'est sûrement les secondes qui sont arrivées un peu avant, que j'ai eu le temps on a eu le temps de leur expliquer. On a des gens qui ont 19 et 20 ans, donc ça doit être plutôt en prépa. Plus les professeurs, hein, sûrement. Je ne vais pas vous vexer, mais vous êtes certainement dans cette catégorie-là. Moi aussi, d'ailleurs. Et voilà. Donc, on a un peu tous les âges. C'est assez intéressant. Mais on voit qu'en 13-14 ans, on n'a pas trop de personnes. Il y a peu de représentativité pour l'âge de 17 ans. Et donc voilà, il faut être sûr que ce ne soit pas biaisé. Alors, le pré-processing. Le pré-processing, ça va être un truc important en data science. C'est que vous avez répondu à cette question-là, les jeux vidéo, est-ce que vous y jouez 0 à 1 jour par semaine, à 2 jours par semaine, etc. Ça, tel quel, c'est pas super bien exploitable par un algorithme de machine learning. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des catégories. Et la première catégorie, c'est peut-être mieux là. C'est mieux au fond, vous m'entendez mieux? C'est bien comme ça, ouais. Nickel, merci. Et donc, on va définir une première catégorie qui est la fréquence de jeux vidéo. Donc ça, c'est moi qui le définis. Je dis, si jamais je vois ça, je vais dire que c'est plutôt souvent, ça occasionnellement, ça rarement. C'est important de ne pas avoir mis ça directement dans le questionnaire, parce que ça, c'est ambigu. Il y a des gens qui vont peut-être considérer qu'occasionnellement, c'est ça, que rarement, en fait, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que je le fais moi-même après. Je fais un formulaire spécifique et après, je fais ce qu'on appelle des features. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le feature engineering. C'est des caractéristiques, en gros. J'ai fait pareil pour les classes. J'ai pris les gens qui étaient au lycée, je les ai différenciés des gens qui étaient en prépa et des gens qui étaient professeurs, j'ai considéré ça comme salariés. Et après, il y a aussi toute la partie étudiant, VS adulte. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer de nouvelles caractéristiques aussi. Vous avez rempli les réseaux sociaux que vous utilisez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre de réseaux sociaux aussi. Donc voilà, ça je le prends, je le mets dans une colonne, et je prends la taille des réseaux sociaux, et puis je la mets dans une colonne spécifique. Et donc à partir de là, on peut faire du machine learning. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment on fait. Alors, le problème souvent le plus classique en machine learning, ça va être la classification. Là, je vais prendre un exemple. J'ai parlé de random forest, je y reviendrai après. Ça va être un arbre de décision plutôt, donc c'est une partie d'un random forest, on va dire. Et on va faire ce qu'on appelle du machine learning supervisé. Donc accrochez-vous bien, si vous comprenez cette partie-là, vous avez compris le machine learning. Ok, j'ai pris un graphe ici. J'ai affiché ici la distance au domicile des personnes qui ont répondu. Alors ça, c'est pas les vraies données, hein, c'est un exemple. Et ici, j'ai affiché le nombre d'heures par semaine jouées aux jeux vidéo. Ok, et on va essayer de comparer ici les élèves de lycée par rapport aux élèves de prépa. Le but, ça va être de les classifier automatiquement. C'est-à-dire que la machine, à la fin, ce qu'elle va devoir faire, c'est que, étant donné en heure par semaine de jeux vidéo et étant donné un domicile en kilomètres par rapport au lycée, la machine, elle va devoir dire automatiquement, je sais que c'est une personne qui est en prépa, par exemple. Donc c'est pas forcément évident, mais on va voir comment elle pourrait éventuellement s'entraîner pour apprendre à faire ça. Je sais pas pourquoi j'utilise ça alors que j'ai ça. Voilà, ça va être mieux. Bah, nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà la machine, elle va prendre l'algorithme, il va tester toutes les possibilités ici, et il va essayer de séparer les données en fonction de la partie jeux vidéo. Et il se dit, ok, bon, si je me mets à 3 heures par semaine, là j'arrive à séparer ces bleus-là des verts ici, donc c'est pas trop mal. Il se dit, j'ai pas trop d'erreurs. Ici, il y a 2 verts que je vais considérer comme bleus, du coup, si je m'arrête ici, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Ensuite, il va prendre l'autre axe, et il va dire, ok, par contre, là, en dessous de 3 heures, mais au-dessus de 5 km, j'ai que des bleus, et en dessous de 5 km, j'ai que des verts. Donc c'est ce qu'on appelle un arbre de décision. Hein. Donc là, en termes de décision, c'est très simple. Il dit, si jeu est inférieur à 3, alors je pars sur cette branche. Et ensuite, il dit, si domicile est supérieur à 5, alors je pars sur cette branche. Et donc ici, il sait que, je suis parti dans l'autre sens, ici, il sait que ça va être bleu et l'autre vert. Donc là, il a réussi à distinguer ça et ça. Je vais couper le son, vite fait. Hop. Et donc, ensuite, il peut faire pareil pour la partie supérieure à 3 heures. Et donc, s'il distingue ici, en prenant par exemple une limite à, j'en sais rien, 2 km, quelque chose comme ça, cette fois-ci, il va pouvoir distinguer les verts des bleus sur cette partie-là. Ok? Donc, normalement, c'est assez bête et méchant. Il va prendre des limites,
et il va regarder en fonction de ses limites s'il a réussi à distinguer les bleus des verts. Et à partir de là, du coup, normalement, à la fin, il a réussi à faire une différence entre les bleus et les verts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre de décision. J'avais mis random forest juste avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un random forest, c'est plusieurs arbres de décision qui mettent des limites différentes chacun, à peu près, en fonction de comment ils sont paramétrés. Et après, ils votent tous ensemble en disant si cette croix-là, elle est là, est-ce que je la considère comme verte ou bleue? Là, vous voyez, la réponse, elle est super simple. Si la croix rouge, elle est ici, je la considère comme verte. Donc, en dessous de 3 heures de jeux vidéo et de 5 km, je sais que c'est un élève de lycée, par exemple. Voilà. Et il fait ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme, il va faire ça pour toutes les questions auxquelles vous avez répondu et toutes les autres caractéristiques dans le cas d'autres algorithmes. Donc là, c'est en 2 dimensions, mais il fait ça en 3 dimensions, 4 dimensions, 5 dimensions, et après, c'est beaucoup trop pour moi, déjà, à partir de 4. Donc là, on va prendre un exemple. On va essayer de déduire si une personne est un prof ou si c'est un élève à partir de son formulaire. Alors bien sûr, je ne prends pas en compte l'âge et la classe parce que ce serait trop facile, mais en fonction de ses habitudes, en fonction de s'il vient ici en voiture, s'il a tel ou tel réseau social, je vais voir si j'arrive à distinguer ces cas-là. Alors là, j'ai fait c'est ce qu'on appelle une courbe ROC. Je vous passe les détails là-dessus. Vous voyez ici le taux de profs qui ont été déclarés étudiants. Vous voyez que ce taux, il est à 0 en fait, tout le temps. Donc il y a 0 prof qui a été déclaré étudiant par mon modèle de classification. Donc sur les croix que je vous ai montrées tout à l'heure, les croix vertes, etc., tous les profs ont été mis ensemble. Et à partir seulement, encore une fois, de leurs données, juste de leur réponse au formulaire. Et ça, c'est le taux d'étudiants déclarés étudiants. Et je vois qu'il est tout de suite à 1, c'est-à-dire que j'ai 100% de mes étudiants qui ont été directement considérés comme des étudiants. Autrement dit, là, si je fais ce qu'on appelle une matrice de confusion, sur les 4 profs qui avaient répondu au formulaire initialement, les 4 ont été déclarés profs, et sur les 15 étudiants qui ont répondu au formulaire, les 15 ont été déclarés étudiants sur cette partie-là. Alors, pourquoi il y a 4 et 15 alors qu'il y avait 32 personnes qui avaient participé, ou je sais plus, 37? C'est parce que ce que je fais, c'est que je m'entraîne en lui disant, je suis désolé, c'est ça qui est important et que j'ai oublié de mentionner avant, là je suis dans une phase d'entraînement. Donc je suis dans une phase d'entraînement en lui disant, tu as réussi à distinguer les verts des bleus, bien joué, bravo, là, jusque-là c'est bon, et quand il place la limite au mauvais endroit et qu'il dit que ça, par exemple, c'est bleu, je lui dis tu t'es trompé. Donc si je lui dis tu t'es trompé, il va réadapter sa limite. Et après je fais une phase de test, et c'est dans ma phase de test que j'ai réussi, que je vérifie bien que j'ai réussi à distinguer les étudiants des profs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, il a inféré sur les données des étudiants et des profs qu'il n'avait jamais vues avant. Donc il s'est entraîné sur des données qu'il avait déjà vues. Il s'est entraîné sur la moitié de la salle, par exemple, ici. Et l'autre moitié, il les a jamais vues. Par contre, il a tout de suite su dire si c'était des profs ou des étudiants à partir de leurs données. Donc voilà, ça, c'est du machine learning, par exemple. Et ce que je voulais juste vous montrer ici, même si je sais que je commence un peu dur en termes techniques, c'est simplement que derrière, en fait, c'est des maths, c'est tout bête, c'est vraiment des maths et de l'info, c'est très méchant, très bête et méchant, mais ça ressemble à de l'intelligence parce qu'un être humain, si on lui montre un formulaire, il va pouvoir dire « Ok, bon, ben là, il est venu en voiture, etc. » C'est un peu la même chose finalement. Ok. Les classifications comme ça sert dans plein de domaines actuellement. Alors, il y a par exemple le contrôle de qualité de l'air, en fonction du taux de tel facteur polluant, du taux de CO2, du taux d'O2, etc., de tous les facteurs qu'on puisse prendre. On peut vérifier que la qualité de l'air est bonne dans une pièce ou même dans une ville. Moins sympa, ça permet de vérifier pour une banque si elle accorde ou pas un prêt bancaire. Voilà, donc c'est malheureusement ce qui est fait. Alors, je ne sais pas si c'est fait en France, mais en tout cas, c'est fait dans beaucoup de pays. Automatiquement, en fonction des caractéristiques des gens, les banques vont tenter de les mettre dans des classes qui vont être « est-ce que cette personne est apte à rembourser un prêt ou pas ?» Et donc, elle va, entre guillemets, discriminer, au sens de distinguer les gens qui ne vont pas être capables de rembourser un prêt selon elle et les gens qui vont être capables de le faire. Ça sert pour l'analyse médicale. Voilà, c'est en fonction de tous les paramètres de votre prise de sang. On peut être capable de dire si vous êtes dans une classe plutôt normale ou une classe où il faut regarder plus attentivement s'il n'y a pas une maladie ou quelque chose d'anormal. Ça aide pour la détection de spam dans vos boîtes mail. Voilà, donc c'est classé comme spam et c'est classé comme non spam sinon. Plus récemment, ça aide pour le ciblage électoral, malheureusement, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, en fonction de ce que vous regardez, ce que vous utilisez,
tous ces paramètres sont récupérés et on peut catégoriser les gens sur ils votent plus à droite, ils votent plus à gauche, etc. Et donc, ça a fait l'objet d'un scandale récemment, encore en Amérique, où, du coup, si on sait que cette personne a plus tendance à voter à gauche ou à droite en fonction de ses préférences, alors on va cibler la personne en proposant du contenu qui sera clivant pour encore plus amener cette personne à aller voter pour tel ou tel candidat. Ou au contraire, inverser la tendance. Ça aide aux vérifications de sinistres ou de fraude. Donc s'il y a une fraude, il y a quelque chose d'anormal, etc. Donc on peut classifier encore ça. Là-dessus, avant que j'oublie, je crois que le gouvernement français a décidé, via de l'intelligence artificielle, donc de la reconnaissance d'images, on en parlera après, de regarder le nombre de piscines en France. Et aujourd'hui, en fait, on est capable de classifier les gens qui ont des piscines et qui n'ont pas... Enfin, ou alors c'est plus de la reconnaissance d'image, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide à détecter des fraudes. Voilà. S'il y a quelque chose qui est anormal dans un formulaire ou quoi, ça peut être une fraude. Moins sympa aussi, si c'est pas très bien analysé, la sélection de CV. Le micro s'est coupé ? Ouais. Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. La sélection de CV, Amazon récemment a voulu sélectionner automatiquement ces CV parce qu'ils en recevaient beaucoup. Et on s'est rendu compte après coup que beaucoup de CV qui étaient sélectionnés étaient masculins et donc pas féminins, donc c'était pas très fair, pas très équitable. Donc voilà. Décision de justice, évidemment, est-ce que cette personne doit aller en prison ou non en fonction de ce qu'elle a fait. Recommandation commerciale, hein, donc c'est ciblage publicitaire, hein, typiquement. Ou prévention de catastrophe, c'est-à-dire en fonction de petits signaux qui commencent à arriver, on classifie un lieu en disant ah ben là, peut-être qu'il y a plus de chances qu'il y ait une catastrophe naturelle autour de cette ville-là, etc. Donc on prend les précautions nécessaires. Alors là, on va passer sur du machine learning qui va être non supervisé. La différence entre le non supervisé et le supervisé, comme je vous disais, c'est que tout à l'heure, je lui ai donné les étiquettes et je lui ai dit, pour la moitié d'entre vous, là, la moitié de la salle, j'ai dit, lui il est étudiant, regarde ses paramètres, lui il est prof, regarde ses paramètres. Le non supervisé, on ne regarde rien de tout ça. L'algorithme, il va tout de suite tenter un coup, en gros. Et donc là, en l'occurrence, on va faire une réduction de dimension. Donc chacune de vos questions représente une dimension, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir toutes ces dimensions sur un plan à 2 dimensions. Et on va regarder quelles sont les choses qui réunissent les gens ensemble. Vous allez très vite comprendre, vous allez voir. Ici, j'ai les étudiants. Et ici, j'ai adultes. Et là, déjà, on voit que les deux sont à l'opposé. On voit que les deux sont à l'opposé, pardon. Et on voit qu'il y a des choses qui les différencient. Ici, on va avoir toutes les caractéristiques qui font que les étudiants se retrouvent ici. Donc, en caractéristiques, on a le fait d'avoir Instagram comme moyen de communication, le fait d'avoir Snapchat. C'est pas très surprenant, hein. Donc c'est pour ça que je prenais pas trop de risques non plus en préparant ces conférences, mais on sait jamais. Ici, on a des gens qui viennent plutôt en vélo. On a pas mal de profs qui viennent en vélo. Donc en fait, il faut analyser sur cet axe, hein, pour l'instant. Et ensuite, ici, on a les gens qui n'utilisent pas Snapchat comme moyen de communication. Ici, les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux. Voilà. Et donc vous voyez qu'en fait, des gens, on peut déduire des choses par rapport à ça. Et sur l'autre axe, on voit qu'on arrive à finalement distinguer les profils masculins des profils féminins. Mais ça c'est dû à vos réponses à vous, hein. Donc moi je ne savais pas à quoi m'attendre, mais on voit des gens qui jouent occasionnellement aux jeux vidéo ici. Ici on a des gens qui jouent souvent, donc sur cet axe-là, en fait ça va plutôt représenter par exemple le nombre d'heures jouées aux jeux vidéo. Donc là on a occasionnellement, rarement, qui vont être plutôt vers le haut, souvent, j'ai pas les autres qui vont être plutôt ici, et les gens qui viennent en voiture, comparé aux gens qui sont en internat. Donc on peut supposer que dans les gens qui ont répondu, les filles étaient plutôt principalement en internat et les garçons venaient en voiture. Donc ça c'est hyper intéressant parce que là il n'y a rien qui a été fait. Alors on pourrait dire oui c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas totalement faux, c'est des maths, hein, mais de toute façon l'intelligence artificielle c'est des maths et des stats. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pareil, hein, c'est comme pour la politique, etc. On peut distinguer un candidat qui va être à droite d'un candidat qui va être à gauche. Regarder, par exemple, quel est le point commun entre tous les candidats qui sont à gauche, ou entre une personne qui est plutôt à gauche, une personne qui est à droite, etc.
Et de manière générale, c'est valable pour tout, quoi. Dans le sport, on peut regarder les sports qui ont tendance à être un peu similaires et les sports qui ont tendance à être à l'opposé, etc., etc. Donc ça, la réduction de dimensions, c'est vraiment intéressant pour analyser de la donnée. Là, on va tenter du clustering. Alors le clustering, c'est automatiquement arriver à séparer des groupes d'individus. Pareil, hein, ça c'est hyper mathématique et informatique. Ici, c'est les groupes tels qu'ils sont vraiment. Donc je les ai représentés là. Les petits points blancs que vous voyez là, c'est vos réponses en fait, personnelles. Donc vous situez chacun sur un point blanc, chacun et chacune sur un de ces points blancs là. Et on voit que ici, donc, on a la partie un peu salariée, donc adulte, qui va être ici. On voit que les prépas, alors les prépas, c'est pas assez représentatif parce que j'ai pas beaucoup de points. Et les étudiants sont ici. Donc, on voit qu'il y a des groupes qui se distinguent, et je vais demander à mon algorithme de distinguer 3 groupes parmi ça. Donc ça, c'est les vrais groupes. Et l'algorithme, il dit, voilà les 3 groupes. Donc là, on voit que c'est pas terrible, c'est normal. Hein. Donc lui, il a juste regardé la séparation entre les points. Mais on voit qu'il aurait pu mettre dans le même groupe ici, peut-être les adultes. Alors, je sais pas pourquoi là, il a mis un point bleu, mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'il définit ces 3 groupes-là. Ça s'appelle du clustering, et c'est pas supervisé non plus. Donc, c'est-à-dire, je lui donne pas d'étiquette quand je l'entraîne. Je l'entraîne pas, en fait. Voilà pour le machine learning. On a aussi la détection d'anomalies. Alors là, je vais tenter un coup de poker. C'est-à-dire que j'ai dit à 3 personnes avant la conférence de remplir leur questionnaire en tant qu'étudiants, donc normalement, mais à la fin, de mettre qu'ils étaient dans la catégorie adulte avec plus de 22 ans. Et l'objectif, là, c'est de détecter une anomalie, c'est-à-dire une personne qui aurait répondu à ce questionnaire, mais qui n'est pas réellement adulte, mais qui a des caractéristiques d'étudiant. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que les personnes qui ont rempli ce questionnaire-là avaient ces pseudos-là ou pas? Oui? Donc, toi, tu avais un de ces pseudos-là, toi aussi, et l'autre personne qui a... C'était qui? Il y avait quelqu'un qui avait rempli un truc? Non? 2? En tout cas, on a 2... J'avais demandé à 3 personnes, je crois, de le faire. On a 2 pseudos, donc on ne dira pas lesquels, hein, mais on a 2 pseudos qui se retrouvent ici et qui sont considérés comme une anomalie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, on se rend compte quand même que ça aide pour la détection de fraude, par exemple. Quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais qui a des caractéristiques qui ne lui correspondent pas, finalement, on va le repérer. Donc ça, en fait, ça se voit dans le... Si on réaffiche le graphe, effectivement, on va avoir toutes les personnes qui vont être plutôt par là. Et en fait, on va avoir ici 2 points qui sont vraiment à l'opposé. Donc, direct, en fait, hein, pareil, c'est un algorithme, il ne met pas beaucoup de temps à faire une limite entre les deux et à dire bah, ces 2-là sont plutôt des anomalies. Anomalie, c'est pas toujours connoté négativement, hein, ça peut être quelque chose justement d'hyper bénéfique ou pas. C'est juste une différence par rapport au groupe de données. Sachant qu'avant, ici, je vous ai présenté, voilà, donc ça c'était des anomalies parmi les professeurs. En gros, c'est les 2 étudiants qui se cachaient parmi tous les professeurs. Alors, apprentissage par renforcement. Ça, c'est un truc assez récent. Ça aide à entraîner des intelligences artificielles à jouer à des jeux vidéo. Là, je sais que je vais en intéresser pas mal. C'est le moment où je récupère des gens après les trucs mathématiques. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un agent, donc l'intelligence artificielle va représenter la personne qui joue avec la voiture, en fait, derrière la voiture. On va lui donner plein de possibilités d'action, on va lui dire soit tu peux tourner à gauche ou à droite, par exemple. Cette voiture-là, elle est dans un environnement, bien sûr. Et ensuite, on va regarder un état, on va dire, ok, est-ce qu'on a touché l'herbe ou pas? En gros, est-ce qu'on a abîmé la voiture ou pas? Par exemple. Et cet état-là, on va prendre le retour de cet état-là pour dire à la machine, ouais, là, t'as pas bien agi. En gros, si la voiture là, elle tourne à gauche et qu'elle se casse, on va avoir une mesure qui va dire la voiture est cassée. Et on va dire à l'algorithme, quand tu as tourné à gauche alors qu'il y avait, enfin il va se rendre compte tout seul, hein, quand tu as tourné à gauche alors qu'il y a de l'herbe verte à gauche, bah, tu n'as pas fini dans un bon état, donc c'est pas bénéfique. Donc on va pénaliser la machine. Et donc petit à petit, en fait, en l'entraînant sur des milliers et des milliers et des milliers de données, des milliers de fois sur cette route-là, vous avez dû voir des vidéos peut-être où des algorithmes faisaient ça, ils se plantent une fois ici, puis ils se plantent après, puis ils se plantent après, puis ils se plantent après, et puis petit à petit, ils vont finir par se rendre compte qu'il faut suivre la route. Bon, ça, le biais, c'est que, mais c'est comme partout dans l'intelligence artificielle, si jamais l'algorithme tombe sur quelque chose qu'il n'a pas vu auparavant, on ne sait pas comment il va réagir en fait en le voyant. Donc si là, il y a un sanglier qui traverse ou un truc qu'il n'a pas vu lors de son entraînement,
On ne sait pas. Est-ce que la voiture va s'arrêter, etc. Donc ça, c'est un des premiers biais. Et l'autre possibilité, c'est que la voiture apprenne le bon comportement, mais sans avoir le bon objectif. Par exemple, elle ne va jamais être cassée, parce qu'en fait, elle va décider de ne pas rouler, en fait, tout simplement, elle ne va pas avancer. Donc elle a répondu à l'objectif qu'on lui a fixé de ne pas se casser, mais elle n'a pas répondu au but final qui était de terminer la course, par exemple. Donc il faut faire très attention aux objectifs qu'on impose aux machines dans ces cas-là. Et là, déjà, on a vu une bonne partie du machine learning. Le machine learning, il y a 3 trucs. Il y a le reinforcement learning, donc c'est ce que je disais, la machine apprend par essai et erreur, en gros. Il y a le non supervisé, et donc le non supervisé, c'est tout ce qu'on a vu, hein, clustering, réduction de dimensions, détection d'anomalies. Et il y a le machine learning supervisé, donc la classification qu'on a vue ensemble. Et le seul truc que je n'ai pas abordé, parce que j'aime pas trop, mais en vrai c'est très utile, c'est la régression. Donc la régression, c'est tout simplement, hein, quand on a une fonction, être capable de la simuler. Donc tout simplement, par exemple, en fait, je vous donne votre âge et votre taille, ça va être capable, à partir d'un âge, de deviner la taille de la personne. Voilà, ou à partir d'un âge et d'un sexe, de deviner la taille de la personne. La régression, c'est pour des choses qui sont plutôt continues, des mesures qui vont être continues. Donc la taille, en l'occurrence, hein, ça marche bien. Donc voilà, classification, régression. On a vu la réduction de dimension, le clustering pour le non supervisé. C'est ici qu'il y a la fraud detection. Ça peut être aussi quelque chose de supervisé, la détection d'anomalies, mais on peut aussi le faire en non supervisé. Et donc le reinforcement learning, apprentissage par renforcement. Alors là, on va parler des biais des IA. Donc ça, c'est super important, et c'est pour ça c'est la partie, pour moi, la plus intéressante. Imaginons, j'apprends à une intelligence artificielle à classifier des éléphants et des hippopotames. Le problème, c'est que, imaginons, je lui apprends à classifier ça, mais je lui mets dans mon jeu d'entraînement que des éléphants sans défense. Le problème, c'est que si je fais ça et que je l'entraîne, et que je lui donne un éléphant avec défense, bah, je pense que vous vous en doutez, il y a beaucoup de chances qu'elle me réponde que c'est un hippopotame, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, les défenses là vont être considérées comme des dents, parce que dès qu'elle voit du blanc, elle va se dire bah, j'en vois que sur les hippopotames et j'en vois pas sur les éléphants. Donc, la machine va se tromper. Elle aura un super score hein, sur le jeu d'entraînement. Hein. Les éléphants sans défense, elle est super forte pour les reconnaître par rapport aux hippopotames. Et dès qu'elle voit quelque chose qu'elle n'a pas totalement vu, ou si elle n'a pas vu un panel assez complet, alors elle va dire que ça c'est un hippopotame. Même si je mets 5% d'éléphants avec défense ici, ça lui fait quand même 95% de réponses justes, donc ça reste un très bon modèle, et malheureusement c'est pas suffisant. Ça c'est le premier biais, on appelle ça l'overfitting. C'est quand on colle trop à la donnée d'entraînement, on n'est pas capable de généraliser. On n'est pas capable de dire ah ouais mais en fait là il y a des grandes oreilles, donc c'est un éléphant et pas un hippopotame. Le problème, un peu similaire, c'est les données déséquilibrées. Si je l'entraîne avec 95% d'hippopotames, c'est pareil, je pense que vous allez vous en douter, hein, la machine, si elle veut 95% de réussite, elle a juste à dire un truc, à répondre hippopotame à chaque fois que je lui donne quelque chose. Donc je vais l'entraîner, je vais lui dire, il y a des éléphants, des hippopotames, il y en a 95%, c'est des hippopotames. Dès qu'elle voit un truc, elle répond hippopotame, elle est forte à 95%. C'est super, sauf que, encore une fois, hein, le jour où on lui donne un éléphant, elle va répondre que c'est un hippopotame. Et elle a raison, hein, de son point de vue. Et enfin, la dernière chose, hein, donc là j'ai pris un cas, c'est une expérience de pensée, bien sûr, ça ne pourrait pas exister dans la vraie vie, mais on va prendre des hippopotames peut-être bleus et des hippopotames verts, et on va estimer qu'il y a des données qui sont biaisées, c'est-à-dire que déjà, initialement, il y a un problème systémique entre les hippopotames bleus et les hippopotames verts, c'est que les hippopotames verts, ils gagnent beaucoup moins que les hippopotames bleus. Et là, je vais entraîner une intelligence artificielle, comme je vous disais, à accorder un prêt, par exemple pour une banque, et à estimer la capacité de remboursement de tel ou tel hippopotame. Ben, on se doute que en fait, un hippopotame bleu, il va peut-être avoir un peu plus de chances de rembourser les prêts. Et donc en fait, s'il y a un problème comme ça à la base, et qu'on lui donne un hippopotame bleu, ben, nickel, donc l'intelligence artificielle va répondre « ok, je lui accorde le prêt ». Mais si on lui donne un vert, elle va répondre pas nickel du tout, et elle ne va pas lui accorder de prêt. Et alors là, on a un problème parce qu'on se dit, ok, il y a un problème ici, mais moi, j'y peux rien, comment je fais ? Est-ce que du coup, on n'enlèverait pas la caractéristique bleu ou vert des hippopotames pour, comme ça, l'algorithme, il ne sait pas quelle est la couleur de l'hippopotame, hein. Donc vous en doutez, sur les CV, par exemple, on évite de mettre des photos, etc. C'est ça hein, dont je veux parler, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, mais c'est exactement ça.
Si sur le CV, par exemple, on enlève la photo ou quoi, peut-être que ça ne va pas suffire parce que le problème, il est systémique. Et même sans les caractéristiques de couleur, la personne, elle gagne quand même 2000 et quelques euros. Elle a peut-être tel âge, elle fait peut-être telle taille. J'ai pris la taille d'un hippopotame. Je crois que ça fait entre 3 et 5 mètres, un truc comme ça. Je ne suis pas sûr, je vous laisserai vérifier. Je pense que ça a un peu d'importance. En fait, même sans la couleur, même sans cette caractéristique-là, on va avoir un problème de biais. Et donc, l'intelligence artificielle ne va quand même pas accorder le prêt parce qu'elle sait qu'avec ces données-là, il y a peu de chances que la personne rembourse le prêt, entre guillemets. Donc ça c'est embêtant, ça c'est problématique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est data scientist et qu'on entraîne des intelligences artificielles, entre guillemets, il faut faire très attention aux données qu'on a. Et ce que je veux résumer là-dessus, c'est qu'une intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est que, encore une fois, de son point de vue, elle a totalement raison de faire ça. Après, est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est cool de faire ça? Peut-être pas. Et donc, il faut se poser la question de dire, est-ce que finalement, on ne veut pas être moins correct par rapport à ça, entre guillemets, c'est-à-dire avoir moins raison, entre guillemets, du point de vue de l'intelligence artificielle? Et est-ce qu'on ne voudrait pas quand même tenter de rééquilibrer la balance, c'est-à-dire, de temps en temps, même quand je vois des hippopotames verts, j'accorde justement plutôt un prêt. Et donc, dans ce cas-là, c'est qu'il ne faut pas gommer cette différence entre les hippopotames verts et les hippopotames bleus, peut-être. En tout cas, si elle existe déjà de manière systémique, le but, ça va plutôt être de la prendre pour en faire de la discrimination positive, essayer de renverser la tendance. Ça peut être quelque chose qu'on peut faire en tant que data scientist. Mais au-delà de ça, que ce soit une intelligence artificielle ou un être humain, malheureusement, le fait est que si la personne veut des performances, elle va faire de manière bête et méchante ses statistiques. Le problème restera le même, et le problème, c'est que ça entretient ce problème-là. Donc, ça résout peut-être pas tous les problèmes de la société. Assez parlé des biais des intelligences artificielles, je crois qu'on les a à peu près tous abordés. Les biais humains. Ok. Imagine un truc. Vous êtes en randonnée avec deux potes, et vous êtes poursuivi par un ours. Lors d'une randonnée, vous dites, ça y est, on ne fait plus du tout d'intelligence artificielle, le gars vraiment est parti en vrille. Non, vous allez voir, j'y reviens. Donc, vous êtes en face d'un chemin, vous êtes suivi par un ours, et il y a le premier pote qui vous dit, il faut prendre le chemin de gauche, j'ai déjà vu des gens dans le même cas que nous ici, et ils s'en sont sortis, c'est sûr, c'est certain. Et l'autre qui dit, en vrai, je sais pas, je crois que c'est mieux le chemin de droite, mais bon, j'ai vu des gens s'en sortir à droite, plus souvent, mais j'ai vu des gens s'en sortir à gauche aussi. Et la question, c'est, quelles questions vous leur posez, en fait? Quelles questions vous leur posez pour prendre votre décision? Parce que c'est sympa, les deux, ils disent ouais, j'ai la bonne solution, moi c'est droite, moi c'est gauche. Quelle est selon vous la bonne décision? Et quelles questions vous leur posez pour être sûr de prendre la bonne? Est-ce qu'il y en a qui ont un avis? C'est jamais facile de se lancer en conférence. Ouais. Nickel, voilà, parfait. Effectivement, qui a vu, en tout cas, combien d'exemples avez-vous vu pour pouvoir affirmer ça, en fait? C'est ça le plus important. Parce que la personne, là, elle est hyper confiante, mais si ça se trouve, elle a juste vu une ou deux personnes s'en sortir sur le chemin de gauche, et la personne ici, elle est beaucoup moins confiante, mais statistiquement, elle a vu beaucoup plus d'exemples. Donc, vaut mieux croire la personne qui a vu plus d'exemples, de manière générale, que la personne qui affirme des choses en ayant vu très peu. Mais d'un autre côté, on ne peut pas lui reprocher à la première personne. Elle a vraiment vu qu'une seule personne, cette personne s'en est sortie à gauche, donc elle a raison de dire ça de son point de vue. Et enfin, elle a raison de tous les points de vue. Mais malheureusement, c'est peut-être pas significatif. Alors ça, c'est un biais humain qui est assez connu, en tout cas ça se rapporte à un biais humain assez connu, c'est que moins on a vu de choses, souvent, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, moins on a vu de choses, plus on va avoir tendance à l'affirmer avec beaucoup de confiance. Donc on a plus tendance à écouter, et alors en plus c'est qu'il y a un autre biais humain, c'est qu'on a plus tendance à écouter, à suivre ou à soutenir les personnes affirmant des choses avec beaucoup de conviction, d'autant plus dans un contexte anxiogène, une crise sociale, ou une situation périlleuse. Donc là, dans le cadre de l'ours, je pense qu'on aurait tous suivi le premier pote qui disait « faut aller à gauche », parce que l'autre, on n'a pas envie de savoir « ah ouais, c'est peut-être ça ou pas ». Donc ça, c'est un biais humain. Voilà. C'est hyper répandu, on l'a encore vu récemment, malheureusement, dans des situations de crise, où finalement, il y a des gens qui s'expriment avec énormément de conviction sur des sujets, mais voilà, d'autres personnes qui ont fait plus de recherches, plus de statistiques, et c'est pour ça que vous verrez souvent, j'espère en tout cas parfois, des personnes scientifiques qui prennent un peu plus de modération dans leurs propos.
C'est pour ça que je vais essayer d'en prendre ici. Malheureusement, l'effet Dunning-Kruger, il dit que les personnes qui affirment des choses avec beaucoup de conviction sont parfois les personnes les moins compétentes. En tout cas, lorsqu'il s'agit de généraliser comme ça sur des hypothèses un peu statistiques, sur des choses un peu complexes, notre point de vue d'être humain, il est hyper biaisé en fait. Ça, c'est un message que je voulais vous faire passer, vous vous en rendrez compte. En fait, nous, dans notre vie, chacune des personnes-là a une expérience différente, a vu des choses différentes, et donc c'est très sympa de dire « Ah ouais, moi je sais que machin, etc. » Et surtout, ça se fait beaucoup en politique. Mais il faut bien comprendre que c'est notre point de vue, on a sûrement raison de notre point de vue, mais en fait c'est la diversité de tous les points de vue qui va plutôt donner une forme de vérité. Il y a un autre truc là-dedans, c'est que on se rend compte que la foule, globalement, en moyenne, a plus raison qu'un individu pris séparément. En fait, si je vous demande là d'estimer la taille de l'arbre le plus haut du monde, chacun va me donner un truc, je ne l'ai pas fait, hein, j'aurais pu faire dans le formulaire, chacun va donner une taille, et en fait, la moyenne de cette taille-là va être hyper proche de la vérité. Parce que, en fait, il y a les gens qui ont tendance à avoir vu des trucs plus petits, des gens plus hauts, etc. Et en fait, c'est toute cette diversité-là qui va apporter la bonne réponse. Tout ça pour dire que c'est important d'apporter de la modération dans ses propos, et que les êtres humains, ils sont quand même hyper biaisés, et qu'on s'en rend pas compte, encore une fois, puisque le gars qui a vu la personne s'en sortir sur le chemin de gauche, elle en est sûre, quoi. Hein. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, ça c'est important, l'effet Dunning-Kruger. L'autre faute qu'on commet souvent aussi, c'est la confusion entre corrélation et causalité. Exemple, la consommation de glace et le nombre d'hydrocutions. Si je regarde les schémas sur Google, quand je tape le nombre de recherches pour sorbet et noyade, c'est hyper corrélé. Du coup, je vais me dire, ok, en fait, si je mange une glace, j'ai beaucoup de chances de mourir d'une hydrocution. Donc, vaut mieux pas. Mais vous en doutez, là, c'est assez évident. C'est qu'en fait, il y a une causalité qui est commune. La causalité, c'est le soleil. Le fait que quand il fait chaud et qu'on est en été, on mange des glaces. Et le fait que quand il fait chaud et qu'on est en été, il y a beaucoup plus d'hydrocution. Et le problème, c'est que nous, on fait ce rapprochement-là. Et ce rapprochement, il est assez connu dans un autre cas. C'est la proximité d'un repas et le nombre d'hydrocutions. Je pense que tout le monde a entendu ici, peut-être quelqu'un de sa famille ou une connaissance, dire « Ah non, ne va pas te baigner 2 heures après avoir mangé, etc. parce que tu risques d'avoir une hydrocution. » Encore une fois, c'est certainement statistiquement un biais, puisqu'en fait, effectivement, le nombre d'hydrocutions est plus fort entre midi et 14 heures, parce que c'est là où il y a le pic de chaleur dans la journée, mais c'est aussi là où on mange. Et donc, en fait, on fait ce rapprochement en disant « Ah ouais, c'est le fait de manger qui fait qu'en fait, on meurt d'hydrocution, etc. » Un autre truc comme ça, mais je sais que tout le monde ne me rejoindra pas, même si quand même... Enfin, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, hein, mais je crois que c'est assez clair. Le fait de se couvrir en hiver, de dire « Ah oui, si tu ne te couvres pas, tu vas tomber malade », c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, en hiver, c'est surtout le fait d'être dans des lieux clos où il fait très chaud qui favorise la propagation des virus, et on le sait maintenant avec le Covid en particulier. Et c'est pas forcément le fait de sortir en fait, sans manteau quand il fait froid. Mais du coup, le fait est qu'on va plus souvent tomber malade en hiver et on va plus souvent sortir quand il fait froid en hiver dehors. Donc on va dire « Ah oui, mais c'est le fait d'être sorti en hiver qui m'a fait avoir un rhume. » Donc ça, c'est un autre exemple. Et il y en a des centaines et des centaines et des dizaines d'exemples comme ça où en fait, on se trompe sur la corrélation et la causalité. Les plus connus, hein, on les retrouvera sur l'homéopathie, sur en particulier l'astrologie aussi. Alors l'astrologie, il y a un truc un peu rigolo. Là, je fais un petit détour, je n'avais pas prévu, mais il y a un truc rigolo avec l'astrologie, c'est que, effectivement, d'un point de vue scientifique, hein, il n'y a aucune causalité ni corrélation entre... pardon, j'ai coupé mon micro, ça revient. Entre l'astrologie et les caractéristiques d'une personne. Le truc qui est rigolo, c'est que, par exemple, ils avaient regardé, je crois, des joueurs de hockey au Canada qui avaient un certain signe astrologique et qui étaient nés, en fait, en fin d'année, je crois. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ils étaient plus vieux, ils étaient dans la même catégorie d'âge que les autres, mais ils étaient plus vieux, et donc ils étaient sélectionnés quand ils étaient petits un peu plus tôt que les autres, parce qu'ils étaient plus vieux, ils s'en sortaient mieux en match, et donc ils ont continué d'être sélectionnés, etc. Et le fait est que du coup, on retrouve dans le milieu professionnel du hockey sur glace au Canada, des personnes avec des signes astrologiques plutôt vers la fin de l'année, par exemple. Mais en fait, c'est lié à une causalité qui est totalement autre, qui est les catégories d'âge, quand en fait on est en entraînement, etc. C'est clair ce que j'ai dit ou pas? J'espère. Ouais, c'est bon? Ok. Donc,
Voilà, par exemple, ça c'est pour expliquer qu'on fait très souvent ce problème. Et c'est pour ça que, en fait, l'astrologie, etc., ça marche super bien, parce qu'on n'est pas capable, entre guillemets, notre cerveau humain a du mal à faire ce lien-là. Et un autre biais, c'est le dernier, c'est le biais du survivant. Celui-là, j'ai voulu le mettre parce que, encore une fois, il y en a des dizaines, mais j'ai sélectionné celui-là parce que je l'aime bien. C'est le fait de réussir dans la vie à quelque chose et de dire « Ouais, j'ai réussi parce que j'ai fait ça, ça, ça. » Kylian Mbappé, il a réussi parce qu'en fait, il mange de la salade et 2 œufs le matin. Et en se levant, il fait 3 squats et il se tourne vers le soleil 5 minutes. Des trucs comme ça. Et en fait, c'est de prendre un exemple de quelqu'un qui a réussi et d'essayer d'extrapoler ça au reste de la population. Et ça, le biais du survivant, effectivement, concrètement, c'est pas vrai parce qu'il y a plein de gens qui ont certainement fait la même chose, mais qui n'ont pas réussi, dont on n'a jamais entendu parler. Alors en fait, ils ont découvert ça, l'exemple qu'on donne le plus souvent en conférence là-dessus, c'est des avions militaires anglais, je crois, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient revenus, en fait, donc il y avait des avions qui s'étaient fait tirer dessus, qui étaient tombés, et les avions survivants, entre guillemets, les survivants étaient revenus avec leur avion. Ils avaient regardé les impacts de balles sur l'avion, ils avaient dit « Ok, on va renforcer ces parties-là ». Et en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, les avions qui ne sont pas revenus, c'est certainement qu'ils ont été touchés sur les autres parties qui sont critiques. Parce qu'eux, ils sont revenus, ils ont été touchés là, mais c'est pas cet endroit-là qui est certainement critique, puisqu'eux sont revenus. Donc c'est le fait de, encore une fois, regarder un exemple et d'essayer de faire une conclusion à partir de ça. Ça, il faut faire très attention dans la vie en général quand on tire des conclusions. Et donc, à partir de là, on peut vraiment se demander, concrètement, qu'est-ce qui est le plus biaisé entre des intelligences artificielles et notre propre cerveau. On voit beaucoup d'articles, et encore une fois, ce n'est pas normal. On voit beaucoup d'articles sur les intelligences artificielles, il y en a qui sont devenues discriminantes, il y en a qui sont devenues, etc. Les CV, comme je vous parlais d'Amazon. Il y a beaucoup d'articles là-dessus, il y en a beaucoup moins là-dessus. Et pourtant, c'est un phénomène de société quand même assez marquant. Donc voilà. Et en fait, la différence entre les deux et l'avantage que je reconnais ici, je prêche pour ma paroisse, c'est que ça, on peut tenter de le maîtriser au mieux et on va faire en sorte d'essayer de contrôler le truc. On va savoir ce qu'on met en données d'entraînement, on va tenter de le contrôler. Ça, on n'en sait rien. Et du coup, par exemple, si on prend, je sais pas moi, le cadre un cadre judiciaire, un juge qui devrait décider de si quelqu'un doit aller en prison ou pas, si on entraîne une intelligence artificielle et qu'elle est biaisée, c'est pas terrible. Mais au final, qu'est-ce qu'on en sait si le juge n'est pas biaisé non plus dans sa tête, de son expérience, etc. Et ça, on ne peut pas le contrôler. Donc encore une fois, voilà, faut faire très très attention aux deux, quoi qu'il arrive. Et là, on va parler des réseaux de neurones. Ok, je vais essayer de faire vite, mais vous inquiétez pas, vous accrochez un tout petit peu. Normalement, l'exemple est assez parlant, j'espère. On va tenter de classifier 4 objets. Un poireau, une banane, une tomate et un panneau sens interdit. Je prends cet exemple-là et puis après je vous expliquerai pourquoi. Et on va prendre des caractéristiques. Est-ce que ça a une couleur vive? Un poireau pas trop, une banane pas trop, une tomate un peu plus, donc là je vais mettre un lien un peu plus fort, pour ceux qui ne voient pas le trait plus fort, et le panneau sens interdit, bon, on va dire c'est rouge, c'est plutôt vif, donc le trait est plus gros aussi, c'est totalement subjectif. Est-ce que c'est long? Le poireau, c'est plutôt long. La banane, c'est semi-long. La tomate et le panneau sens interdit, beaucoup moins. Est-ce que ça se mange? Les 3 premiers, le lien va être fort. Le panneau sens interdit, ça peut se manger, mais je ne vous conseille pas. Donc, de manière générale, quand même, on va plutôt mettre des liens forts ici et pas là. En tout cas, ce n'est pas l'objectif. Et enfin, ces caractéristiques peuvent découler d'autres caractéristiques, par exemple. Est-ce que ça a une tige? Si ça a une tige, je vais alimenter positivement la caractéristique ça se mange. Si ça a une feuille, il y a beaucoup de chances que ça se mange aussi, même si c'est pas comestible. Je veux dire si c'est vénéneux ou quoi. Et si c'est un motif blanc, soit c'est pourri, ou alors peut-être que du coup, ça peut être notre panneau sens interdit. Donc pour le coup, je vais alimenter négativement le côté ça se mange. Et ensuite, pour la couleur vive, on peut regarder est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est noir. Si c'est rouge, je vais plutôt alimenter positivement. Si c'est noir, je vais le faire négativement. Ça va jusque-là? Ouais, ok. Maintenant, si j'oublie tout ce que j'ai fait là, et que je prends en entrée une tomate. Je prends en entrée une tomate, cette tomate, elle a des caractéristiques physiques. Pour le coup, j'ai pas besoin d'être une super intelligence, il suffit de reconnaître un peu certains trucs, mais ça, vous allez voir, c'est très facile à faire pour un algorithme.
Il va prendre les caractéristiques, il va dire ouais ça c'est plutôt rouge, c'est pas très noir, ça a une tige, ça a une feuille, et par contre ça n'a pas de motif blanc. Et là en fait, ça c'est le côté génial des maths, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Ici, ce que je vais faire pour mes trucs, comme je disais, pour alimenter positivement, je vais faire l'opération plus, et pour alimenter négativement, je vais faire moins. Donc 12 moins 3, couleur vive, ça va être à 9. Ensuite, c'est long, imaginons c'est alimenté par d'autres trucs, ça va être ici. Et ensuite, 10 plus 4 moins 0, normalement, ça fait 14. Donc ici, j'ai mes caractéristiques qui, mathématiquement, ont été alimentées par ces caractéristiques-là. J'ai rien à faire. Et on peut imaginer pareil de ces liens-là, hein. Je vous passe les détails, mais on peut imaginer que du coup, ça se mange, ça va alimenter un peu ici, et couleur vive, ça va alimenter ici aussi. Ce qui fait qu'au final, en fait, je vais me retrouver avec ma tomate qui a une note, par exemple, sur 20, beaucoup plus élevée que tous les autres. Et donc, je vais pouvoir finalement reconnaître que c'est une tomate simplement avec des opérations mathématiques. Ça va jusque-là? C'est bon? J'ai perdu personne? Combien de personnes sont complètement perdues après cette explication-là? Donc en fait, là, normalement, vous avez compris ce qu'est un réseau de neurones. C'est exactement ça. Je vous jure, je ne vous mens pas, un réseau de neurones, c'est ça. C'est des caractéristiques, donc on va appeler ça des neurones, c'est des liens, et sur ces liens-là, alors, on fait des plus ou des moins, et vous allez voir que si je prends le panneau sens interdit, en fait, plutôt que de faire plus ou moins, simplement, je vais pouvoir épaissir mon trait ou pas en faisant une multiplication par un nombre plus ou moins grand. Donc ça permet de regarder l'épaisseur du trait. Donc là, si je fais 12 fois 2, 21, etc. Et ensuite, là, il y a un motif blanc. C'est intéressant parce que du coup, je vais faire 10 fois moins 2. Donc là, je vais alimenter hyper négativement cette partie-là. Et donc, ça se mange, ben, ça va être très négatif parce qu'un panneau, encore une fois, c'est pas l'objectif, donc c'est pas là. Et ensuite, voilà, je vais alimenter ces trucs-là. Donc ça a une couleur vive, donc ça va alimenter fortement. Et ça se mange, ça va alimenter en fait faiblement du coup. Donc c'est bon parce que c'est bien ce qu'on souhaitait. Et là, on arrive à reconnaître le panneau sens interdit. Ok? Donc ça, c'est exactement un réseau de neurones. Je vous ai dit, ça on appelle ça des poids, ça on appelle ça des neurones. Et alors ce qu'on peut faire, c'est que juste ici, si j'ai pas envie d'avoir de nombre négatif, je peux rajouter une opération, simplement, hein, sur chaque neurone, qui est là par exemple plus 20, donc je rajoute ce qu'on appelle un biais. C'est juste une addition en plus. Voilà, et du coup un réseau de neurones, c'est ça. En fait, informatiquement et mathématiquement. Alors, informatiquement, c'est ça. Mathématiquement, c'est ça. Donc là, c'est pas le même délire, mais c'est pour ça que moi je fais de l'informatique et pas des maths. Non, je rigole. En fait, bon voilà, mathématiquement, forcément, il faut le formuler, tout ça, hein, donc ça nécessite des notations, hein, peut-être un peu plus complexes, mais finalement, la seule chose qui est traduite ici, c'est la même chose qu'ici. Là, ici, je mens un peu parce que ce que je vous ai présenté là, c'est en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. C'est un nom très compliqué pour expliquer un truc très simple, et on va le faire ensemble. C'est que c'est sympa, parce que là, on avait défini un réseau de neurones, mais on ne sait pas comment il fait pour apprendre tout seul, en fait. Donc là, on va voir comment il fait pour apprendre. En fait, pour apprendre, il va prendre le panneau sens interdit, il va mettre des trucs, donc ça, c'est les caractéristiques physiques, hein, et tout ça, il va le mettre au hasard. Vraiment, il va faire n'importe quoi, il va le mettre au hasard, il va dire c'est un poireau. C'est super, on peut s'arrêter là, hein, mais on n'aura pas un super algorithme. Donc l'objectif, ça va être de se dire, ce qu'on va faire, c'est que l'algorithme, on va lui dire, ça par contre, c'est pas un poireau, c'est un sens interdit. Donc il va savoir qu'il faut qu'il baisse cette note-là, il va savoir qu'il faut qu'il baisse celle-là aussi, celle-là aussi. Par contre, celle-là, il va savoir qu'il faut l'augmenter. Et donc là, en fait, à partir de là, on va s'en douter, vu qu'il doit augmenter cette note-là, il va prendre ce lien-là, il va essayer d'augmenter, du coup, la valeur de ce lien-là pour pouvoir augmenter cette note-là, quand on a un panneau sens interdit. Il va remonter petit à petit, jusqu'à remonter au dernier lien, et adapter la multiplication de ce dernier lien, pour que, quand il y a un panneau stop, tout ce qui en découle, ça soit ici, du coup, du 20 sur 20. Donc, je répète très rapidement. Ici, il doit augmenter la note, ou par exemple, ici, il doit la baisser. Donc là, il va baisser ces liens ici. Là, il va se rendre compte que, comme c'est ces liens qui alimentent celui-là, il faut qu'il baisse celui-là, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça rétropropagation. Il va revenir en arrière, et une fois qu'il a fini de mettre les bons liens où il fallait, normalement, on devrait avoir 20 sur 20 pour notre panneau sens interdit. Ok? Donc c'est juste des maths. On sait qu'il doit augmenter ou baisser un truc, donc voilà. Qu'est-ce que c'est ça?
Là, donc là, pareil, effectivement, donc pour la tomate et le panneau sens interdit, on voit qu'il va devoir augmenter ces liens-là. Et donc en fait, c'est ça, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que de manière générale, pour les tomates et les sens interdits, ce qui va devoir augmenter comme lien, et le lien qui va être fort, ça va être celui-là. Et en fait, ce lien-là, il se ramène à un seul neurone. Et en fait, on peut se rendre compte que finalement, ce neurone, il va représenter en quelque sorte ce qu'on appelle la couleur vive. Mais on n'a pas défini ça comme couleur vive, c'est ça qui est important, c'est que lui-même, comme il va augmenter des liens communs à des objets communs, il va être capable de faire une abstraction de notre objet, en fait. Tout ce qui est long, ici, ça va augmenter quand c'est long et quand c'est long. Donc ce neurone-là va augmenter quand c'est long. Donc ça va être plutôt long. Ça se mange, etc., etc. Et ça, on ne le maîtrise pas du tout dans un réseau de neurones. Il le fait lui-même. Il crée ces neurones d'abstraction et ces caractéristiques-là. Et au final, il fonctionne très très bien après pour reconnaître des choses. Je passe rapidement sur la suite. À quoi ça sert les réseaux de neurones convolutifs, d'abord. Les réseaux de neurones convolutifs, ça s'appelle des CNN, je vous le dis juste pour la culture générale. Ça permet de reconnaître des objets, des animaux, etc. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir, sauf qu'au lieu d'avoir une couche de neurones, on a une couche mais en 2 dimensions. On a une matrice de neurones, un tableau. Donc voilà. Ça demande énormément de puissance de calcul. C'est terrible d'entraîner un réseau de neurones, en fait, parce que faut l'entraîner et il faut qu'il fasse tous ces liens, etc. Et des liens, il y en a des milliers, voire des millions. Donc ça, il y a énormément de travail là-dessus. Très rapidement, à quoi ça sert? Ça peut permettre de détecter des départs de feu. Alors les CNN, c'est de la reconnaissance par ordinateur. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on reconnaît une tomate, un panneau, etc. Et on peut reconnaître aussi les départs de feu. Dans une forêt, par exemple, on peut aider les voitures autonomes à reconnaître des passagers, des piétons, des animaux. On peut optimiser les cultures de l'agriculture en disant « ouais, mais là, il y a une partie qui nécessiterait un peu plus d'eau parce qu'elle pousse moins vite, etc. » On peut détecter des crimes ou des scènes de violence, par exemple. Lorsqu'une caméra de surveillance se rend compte qu'il y a des comportements violents, elle peut peut-être alerter la police, etc. On peut faire de la reconnaissance faciale, évidemment, détecter des maladies, donc on en reparlera tout à la fin, ça, reconnaissance de manière généralisée. Je vous jure, c'est vrai, il y a 2 semaines, je suis allé cueillir des champignons avec mes potes, voilà, parce que je trouvais ça sympa. Je tombe sur un truc, et je dis, mais c'est bizarre, ce truc-là, cette châtaigne, elle est super ronde, en fait. C'était pas une châtaigne, c'est ce qu'on appelle une veste de loup hérisson. Et je vous jure qu'à l'œil nu, avec mes potes, on était incapables de dire que c'était un champignon. J'ai pris l'appareil photo de Google, je lui ai dit c'est quoi? Il m'a dit c'est une veste de loup hérisson. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est meilleure que moi pour reconnaître les champignons, en tout cas les vestes de loup hérisson. Et ensuite, ça aide aussi pour la réalité virtuelle augmentée, etc. Je passe... Ah oui, non, ça, je le fais vite fait. Les réseaux, il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est les deepfakes. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a une très bonne vidéo de quelqu'un qui fait un deepfake de Morgan Freeman ici sur YouTube, c'est très intéressant. Les deepfakes, on va prendre un réseau de neurones. Alors ça, c'est les gens, c'est des génies, hein, parce qu'ils se sont dit, ok, on a des réseaux de neurones qui sont capables de reconnaître si une image est vraie ou fausse, ou si elle a été générée par un artiste, ou si c'est une vraie image ou quoi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, mais si on faisait un autre réseau de neurones qui fait des fausses images, et on le balance à un réseau de neurones qui, lui, détecte si l'image est fausse ou non. Et comme ça, il dit à ce réseau de neurones, ouais, non, elle est pas terrible ton image. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire ça à son réseau de neurones générateur, il va lui dire, non, là, je sais que c'est une fausse image, là, je sais que c'est une vraie image, etc. Et petit à petit, ce réseau de neurones va réussir à apprendre à faire un deepfake complètement similaire à une vraie image. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à reconnaître pour nous, humains. Ça peut avoir des applications terribles, hein, parce que si demain, je fais une fausse vidéo avec un réseau de neurones de l'un d'entre vous qui tue quelqu'un ou quoi, ça craint, quoi, parce que peut-être que vous pourrez être condamné en justice pour avoir fait quelque chose que vous n'avez pas fait, et on n'aura quasiment aucune preuve, sauf la vidéo elle-même, et encore une fois, si elle est similaire à la réalité, ça va être compliqué. Tout ce qui est fake news, etc., vous avez certainement vu des vidéos tournées là-dessus. Et ça sert aussi, par contre, pour l'art, donc ça c'est super intéressant, ça sert à créer des œuvres d'art, etc. Réseau de neurones récurrent, je vous passe les détails du fonctionnement d'un réseau de neurones récurrent parce qu'on n'aura pas le temps. Mais en gros, ça permet de comprendre ce qui se passe dans une phrase. Donc petit à petit, en fait, on passe par des réseaux de neurones à chaque fois qu'on doit reconnaître un mot. Donc il a marché en pyjama sur son frère. Et donc, alors, pourquoi j'ai mis il a marché sur son frère en pyjama? C'est pour vous montrer que le problème du langage, c'est qu'il est ambigu.
En fait, il a marché sur son frère en pyjama. Est-ce que c'est le frère qui est en pyjama ou est-ce que c'est lui? Voilà, on ne sait pas. Donc ça, c'est très compliqué pour les réseaux de neurones de s'en sortir avec ça. Mais en tout cas, si on prend les mots un par un et qu'on les fait passer par des réseaux de neurones en gardant en mémoire les mots qu'on a utilisés avant, ben, on peut s'en sortir avec peut-être une description de la phrase ou, je sais pas, une analyse de sentiment, par exemple. Est-ce que cette phrase, elle est plutôt positive? L'avis Google, elle est plutôt positif ou est-ce qu'il est négatif? Voilà. Aujourd'hui, les réseaux de neurones savent faire ça. Je vous passe les détails sur les nouveaux types de réseaux de neurones qui sont arrivés ces derniers temps, simplement pour vous dire que les transformers, donc c'est pas ça, c'est des réseaux de neurones qui sont capables de regarder avant et plus loin dans la phrase et qui prennent en entrée, pour un mot donné, le contexte de ce mot-là. Et donc ça leur permet d'apprendre le contexte de la phrase et ça sert pas mal pour les traductions du langage. Et l'avantage, c'est que pour apprendre, il peut le faire tout seul en fait. Il cache des mots tout seul et puis il s'entraîne à deviner ce qu'il y a derrière les phrases en blanc, les carrés blancs. Et donc à partir de ça, il peut devenir super fort. Ok, on arrive à la fin. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'IA? Aujourd'hui, il y a DALL-E 2 qui est sorti en avril 2022, qui fait des œuvres d'art vraiment très très impressionnantes et des images réalistes extrêmement impressionnantes. Donc il suffit de lui rentrer une phrase en entrée. Donc là, on va faire du Natural Language Processing, c'est ce que je vous montrais avant, c'est des réseaux de neurones capables d'analyser une phrase. Et derrière, on va mettre des CNN ou des choses comme ça qui vont être capables pour le coup de générer une image. Donc là, ils ont tapé panda, je sais pas moi, panda machine, etc. Et ça a généré automatiquement cette image-là. Donc c'est assez impressionnant. Pareil, et on peut, je vous invite à aller sur un truc qui s'appelle DALL-E Mini. Donc c'est pareil que DALL-E comme ça, Mini. Vous pouvez tester sur Internet, vous allez sur le site, vous rentrez une phrase qui n'a aucun sens, une licorne faisant du surf à Tahiti, et vous allez voir qu'il va vous dessiner une sorte de licorne faisant du surf à Tahiti. Alors, DALL-E Mini, c'est un peu moins évolué que DALL-E 2, il faut peut-être un compte pour ça, mais c'est hyper impressionnant. Et encore une fois, du coup, si avec une phrase, j'arrive à décrire « fais-moi une vidéo ou une image de mon pote qui est en train de tuer quelqu'un », en 2 secondes, en fait, il y a un réseau qui est capable peut-être de faire ça. Donc ça peut craindre. Où on en est aujourd'hui? Alors, la vision par ordinateur, Computer Vision et le NLP, Natural Language Processing, ont du mal à joindre les deux bouts. C'est difficile encore, même si je vous parlais de ça, DALL-E, c'est difficile de faire du texte ou vidéo. Alors il y a Meta qui se lance là-dedans, parce que ça les intéresse vachement, de pouvoir pour le métaverse faire des trucs comme ça, je pense, en particulier. Et donc, on a du mal à relier ces transformers, là, ce dont je vous parlais, avec les CNN, c'est-à-dire les trucs, les matrices. Il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour réguler l'IA, c'est hyper important. Il y a l'Union européenne aujourd'hui qui est en train de faire un texte qui s'appelle AI Act, je crois. Et donc, le but, c'est de contrôler l'utilisation des modèles. Comme je vous dis, que n'importe qui ne puisse pas créer une IA pour condamner son pote en justice ou quelqu'un qui lui a fait du mal, j'en sais rien. Ou de trucs comme ça, ou même des États entiers. On vient de voir émerger l'homologation d'un premier modèle qui permettait de détecter des maladies alors plutôt des non-maladies sur des poumons sains. Donc sur 500 000 radios, l'IA elle a fait aucun faux négatif, c'est-à-dire qu'aucune personne qui a été malade n'a été déclarée comme non malade, ça c'est important. Après en fait parfois elle se trompe plus souvent, mais on s'en fout parce que elle va dire « Ah ouais, là, il y a peut-être un doute », et en fait, ça va être envoyé à la personne de la radio. Mais ça permet, je crois, d'enlever déjà 40% des personnes qui sont totalement saines, et donc ça permet de réduire la charge des médecins. Et de traiter aussi beaucoup plus de personnes. Et là, j'ai perdu mon truc. C'est pas grave, c'est la fin. Tac. Ah ouais, non, je suis en batterie faible. Attendez, je vais le brancher peut-être. Tac. Et donc, les chatbots, ils ont encore du mal. Il y a Meta qui a sorti un chatbot en août 2022 et il a commencé à dire un peu des bêtises, à répandre des informations apparemment, donc ils ont vite coupé ça. L'intelligence artificielle généralisée, donc ça ce serait plus une intelligence artificielle qui est capable de faire plein de choses comme l'humain. C'est pas demain non plus qu'on va savoir faire ça, mais il y a déjà des startups, et conjectures en l'occurrence, qui commencent à réfléchir sur le côté éthique de ces IA-là. Et enfin, l'intelligence artificielle va grandement bouleverser notre société. Il y a 70% des personnes qui travaillent dans la communauté du machine learning qui pensent que le changement social sera équivalent en gros à la révolution industrielle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos métiers vont être transformés. Il y a plein de métiers peut-être qui vont être voués à changer en raison de ces IA-là, pour des histoires d'optimisation, comme je vous disais, peut-être aussi de faire attention aux coûts physiques, etc. des choses. Voilà, donc en fait, il y a de grands bouleversements qui vont être apportés par cette intelligence artificielle, et je vous invite à vous y intéresser, c'est vraiment passionnant. Ce qu'on a vu, en gros, on a vu que le traitement automatisé, le machine learning, c'est partout. Vraiment partout, dans n'importe quel truc, même sur vos téléphones, quand vous naviguez, Google fait des calculs, vous le savez très bien, les réseaux sociaux le font pour vous proposer des pubs, etc. Le côté éthique, il n'est pas fou, parce que si on recommande à une personne qui est addict à quelque chose, du contenu qui va la rendre encore plus addict, c'est pas terrible, mais ça fait des vues, donc parfois c'est pas forcément quelque chose, c'est quelque chose dont on se moque, mais c'est hyper important de se poser la question, est-ce que c'est éthique ou pas? Donc, il ne tient qu'à nous de définir les bons objectifs. Ça, c'est l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes, contrairement aux humains, encore une fois. Et le deep learning est partout. Donc ça, c'est ce que je vous disais, les réseaux de neurones, on les voit émerger partout, tout le monde en parle. C'est plus qu'une simple mode, en fait, si vous voulez. Ça va vraiment transformer nos métiers de demain, pour le meilleur ou pour le pire, si on ne fait pas attention. Et donc, c'est pour ça qu'on doit se préparer. Voilà, simplement à l'émergence de l'intelligence artificielle ces prochaines années. Je suis désolé, je n'ai pas laissé beaucoup de temps pour les questions. J'ai fini. Merci.